Bienvenue à 168 heures, un show qui offre un regard inédit puis intime sur la vie de grands aventurières puis grands aventuriers. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Jean-Philippe Leblanc, c'est un guide d'aventure. Il est fondateur et directeur général de l'organisme Face au vent. J'ai vraiment, à travers ces histoires, été émerveillé, touché, parce qu'on a réussi à parler de certains moments clés dans nos vies qui chamboulent tout, des moments qui nous obligent à reconnecter avec qui on est vraiment, puis redéfinir ce qu'on veut pour la suite. Je suis certain que comme moi, cet échange va résonner, puis je souhaite qu'il vous marque. Merci d'être là, JP. Ça fait plaisir. Je suis vraiment excité que tu sois avec nous autres. En fait, je suis touché de ta présence. Moi, je suis super content d'être là avec toi. On va avoir une belle jasette, fait que c'est cool. En fait, on reçoit ici surtout des aventuriers, des gens qui gagnent leur vie à travers l'aventure. Puis toi, tu gagnes ta vie encore à travers l'aventure, entre autres. Mais vraiment, la première partie de ta carrière s'est faite autour du guidage. Tu accumules les expériences les unes après les autres. Ouais. Fait que c'est comme 18-19 expéditions comme chef guide au-dessus de 6000 mètres, ouais. Des expéditions à ski, à Baffin, Kilimanjaro, name it, là. Moi, j'ai appris le plein air puis l'aventure pas à pas. J'ai l'impression que ça a presque toujours fait partie de ma vie. Donc, avec le cégep, avec les voyages un petit peu plus grands, tout ça qui sont venus, j'ai développé la passion du voyage. Donc, beaucoup de voyages en Amérique du Sud et tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai eu une opportunité. J'ai fait un cours pour enseigner l'escalade. Le formateur m'a dit « Hey, t'as un CV vraiment particulier, toi. T'as comme 23, 24 ans, puis t'as tout connu ces places-là, t'as tout fait ces endroits-là. » Puis il m'a dit « Ben écoute, toi, t'as le profil pour travailler pour une entreprise qui s'appelle Caravani, qui fait du tourisme d'aventure à l'international. » Il m'a dit ça, il m'a pitché ça comme ça. Puis moi, j'ai fait « Je sais même pas c'est qui. » J'étais allé voir sur Internet. J'ai fait « Ouais, c'est pas pire ce qu'ils font et tout ça. » Puis j'ai décidé d'envoyer un courriel à Caravani pour leur dire qu'est-ce que ça prend pour guider. Puis j'ai envoyé ils m'ont dit « envoie-nous ton CV puis une lettre de motivation puis ce que t'as fait en plein air. » Comme à 5-6 heures le soir, puis le lendemain matin, j'ai un téléphone qui sonne « Hey, c'est Caravani, on a vu ça. Veux-tu venir nous rencontrer? » Ben oui, OK. Pourquoi pas? À 13h cet après-midi, OK, ouais, je viens vous voir. J'arrive, je m'assois, un peu comme on est présentement, avec une personne de Caravani. On jase pendant 20 minutes, puis la personne, elle me dit « Bon, je vais aller te présenter l'équipe de travail. » Pas longtemps après, quelques semaines, je reçois un autre téléphone. Oui, c'est Caravani, on a un guide qui peut pas aller sur la Concagua. On sait que tu as un gros bagage de haute montagne et tout ça, donc voudrais-tu aller comme assistant guide sur cette montagne-là? Ben là, je veux dire, tu sais, les poils redressent partout sur le corps, t'es comme, c'est sûr que je veux y aller! Tu sais, c'est comme un peu le truc rêvé, l'opportunité que t'as pas d'allure, tu sais. Parle-nous de la montagne, pour les gens qui la connaissent moins. En fait, c'est le plus haut sommet des Amériques. Techniquement, c'est pas difficile. C'est comme un trek, mais c'est de très haute altitude. C'est presque un 7000 mètres. C'est 6900 et quelque chose, là, etc. Fait que c'est comme sérieux quand même, la patente. Là. C'est une vraie affaire, une vraie aventure où il peut se passer plein de choses. Fait qu'on me propose ça sur un plateau d'argent, puis je fais « let's go, on embarque là-dedans ». Fait que l'expé commence, on rencontre les voyageurs. Moi, c'est ma première vraie expérience de guide. J'ai jamais fait ça. Fait que je suis dans un rôle plus d'assistant. Il est arrivé des événements qui ont fait en sorte que ça a fait de moi l'assistant guide à guide. C'est le moment où le personnage de JP, de Jean-Philippe comme guide est un peu né. Okay. Si je peux un peu aller dans les détails sur ce qui s'est passé. Ouais, s'il te plaît, je suis curieux. La journée de l'ascension, les deux co-guides avec qui j'étais se sentaient un peu moins bien. Donc, quand on est en très haute altitude, il y a rien qui guérit, puis un mot de tête, ça peut durer longtemps. Fait qu'il y a des effets qui sont là sur le corps, vraiment, qui sont importants. Puis cette journée-là, mes deux co-guides étaient un peu moins en forme. Fait que on a comme commencé, tu sais, on part pour à peu près 12 à 14 heures de marche pour faire le sommet comme aller-retour. Fait que c'est une immense journée. Puis je me ramasse finalement dans la dernière partie de l'ascension, qui est la partie la plus abrupte. Je me ramasse avec, je pense que je devais avoir comme 5-6 voyageurs avec moi. Je
Puis je me ramasse seul avec eux. Puis je suis toujours dans ma position d'assistant guide. Donc on commence à faire l'ascension de cette partie un peu plus abrupte là qu'on appelle la Canaleta. Et puis j'ai un voyageur qui commence à se sentir un peu moins bien à cause des effets de l'altitude. J'ai comme laissé mon groupe continuer, puis j'ai descendu un peu sur la montagne pour aller le mettre comme en sécurité plus bas, où il pouvait retourner avec quelqu'un d'autre jusqu'au campement. Donc, j'ai descendu cette partie-là, puis je suis remonté après. Donc, parce là, que le reste du groupe est tout seul, là. Exactement. Fait que là, il faut bien comprendre que c'est comme je suis à 6600, 6700, 6800, puis je fais comme des allers-retours. C'est extrêmement difficile. Extrêmement exigeant, ouais. Fait que je rejoins mon groupe. Donc, il y a 4-5 personnes. Et puis, j'ai un voyageur que je suis comme, lui, il a pas l'air de bien aller. Il me dit non, j'ai un manque d'énergie, je vais manger une barre puis ça va repartir et tout ça. Puis je suis comme t'as quand même l'air louche là, tu sais, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Puis pas longtemps après, je m'aperçois qu'il y a des pertes d'équilibre, puis il commence à halluciner. Ah non, ça va pas bien là. Ça va pas bien, donc je sais qu'il fait on appelle ça un œdème cérébral ou un début d'œdème cérébral. C'est quelque chose de vraiment ça peut aller très vite, cette chose-là, donc faut réagir rapidement. Et puis, donc, j'y donne un médicament pour ça, puis après ça, il faut que je le descende. C'est la seule façon, en fait, de traiter, ou la façon la plus efficace de traiter quand on est atteint du maladie des montagnes, peu importe sa forme, c'est de redescendre. C'est de redescendre, exactement. Donc, comme il pouvait pas marcher, ben je l'ai mis sur mon dos pour le descendre. Donc, j'ai descendu avec lui sur le dos pendant peut-être un 200 mètres. Donc là, on était de 6850 à 6650, je l'ai porté sur le dos. Après ça, il a commencé à être capable de marcher, donc je l'ai attaché avec une corde à la taille et puis je le retenais. Donc finalement, tout a bien été, tout s'est bien terminé. Mais quand je suis revenu à Montréal, puis qu'après ça, mon employeur, Caravanier, a fait comme « Jean-Philippe, qu'est-ce que t'as fait? » Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? Puis j'explique, il s'est passé ça, j'ai fait des allers-retours, je l'ai porté sur mon dos, puis fait que là, ils ont fait, bienvenue. Ah ouais, bienvenue dans l'équipe. T'avais gagné ton grade, là. C'était comme, avec ça, là, c'est comme... T'as passé d'assistant à... T'as fait ce qu'il fallait, t'es solide, on te fait confiance. C'est un peu un aura d'homme fort, tu sais, à ce moment-là, qui... C'est même pas un aura, je vais dire. C'est... En fait, peut-être que toi, c'est ce que tu vois. Mais moi, comment je l'ai vécu, c'est un peu la figure du super-héros au sens... pas au sens que tu sauves quelqu'un, mais c'est plus au sens de... Pour moi, j'étais l'homme d'acier. Au sens que les personnes du domaine, ils me considéraient un peu comme... JP, c'est la force tranquille. C'est le pilier, il plie pas. C'est comme, peu importe le vent, peu importe la difficulté, si JP est là, ça va aller. Il va passer au travers. Puis le masque du guide, il doit être présent parce que ça donne confiance aux gens aussi. On peut pas toujours démontrer nos peurs ou nos inquiétudes ou des choses comme ça. Donc on porte ce masque-là, mais il y a toujours un humain en dessous de ça, tu sais. Ouais. Il y a un envers de la médaille à porter ce masque-là, puis ce poids-là. C'est vraiment ce poids-là. D'excellence en tout temps, oui. Dans mon rôle de guide, c'est, OK, t'as à gérer des problématiques qui sont complexes, tu sais. T'as des situations où les gens sont... il y a un risque pour leur vie, puis tu dois prendre des décisions, puis c'est sur tes épaules que ça porte. C'est difficile. C'est vraiment difficile de vivre ces choses-là. Fait que c'était comme toutes des brèches à un moment donné qui se faisaient à l'intérieur de moi, jusqu'à un moment donné où ces brèches-là, ils prennent de l'expansion, tu sais. Puis comment t'es passé de cet état-là, d'être toujours dans l'action, puis de sublimer, à dire, OK, là, j'ai pas le choix de regarder ce qui se passe? Tu sais, c'est vraiment des éléments traumatiques, on va dire, là, où j'ai eu... Parce que tu as eu des situations vraiment pas faciles dans les dernières années. Là. Fait que ça a commencé peut-être avec un premier décès sur la Concagua. Je suis chef guide de cette expédition-là. Ouais. Un des voyageurs qui était là, il était par chez le médecin, puis c'est comme le médecin, il dit non. Et lui, il est correct pour aller plus haut, mais on s'entend, il est pas top shape, mais il a le go pour monter plus haut. Puis j'étais comme, tu sais, j'avais des gros doutes et tout ça. La journée du sommet, donc la personne en redescendant du sommet, bref, c'est une condition physique, on pourrait dire ça comme ça, là.
que la personne a vécu, puis moi, j'étais pas sur la montagne à ce moment-là, j'étais en ville. Je considère que j'étais encore en charge de l'expédition, même si j'étais pas là. Fait qu'à un moment donné, je suis dans un café dans la ville de Mendoza, puis je reçois un texto de mon équipe locale, des gens qui sont sur le terrain, puis tout ça, puis qui me disent que finalement, il y a une évacuation qui se fait. OK, une évacuation, c'est normal, ça arrive fréquemment. Puis 1 heure après, je reçois un texto, la personne, elle est décédée. Fait que là, ça a fait... J'ai freezé là, sur place totalement. Je suis retourné voir l'équipe et bon, tu sais, on s'est arrangé pour que ça finisse, pour aller chercher le groupe, le ramener, puis tout ça. Mais moi, ça m'a vraiment ébranlé beaucoup. Avec raison, là. Même si j'étais pas sur le terrain, puis pour un peu vraiment là, ouvrir les fissures à plein, là. Il y a un autre événement que j'ai vécu après ça. Donc, il y a eu un an après, j'étais en rafting. Et puis, moi, je suis pas un raftman, tu sais, dans la vie. Je suis pas un guide de rafting. Fait qu'il y a des gens spécialistes avec moi, tu sais, que j'ai contracté pour venir avec un groupe. On part sur la rivière. C'est début du mois de mai. La rivière est bien gonflée. Elle est bien belle pour les kayakistes puis les gens qui trippent sur l'eau vive et tout ça. Puis une des premières vagues qu'on prend, on flippe. Donc, tout le raft, on tombe tout à l'eau. Fait que... on arrive à remonter sur le raft. Évidemment, c'est un peu comme... c'est un peu intense, ce qui est en train de se passer. Puis j'espère que... Moi, dans ma tête, c'est... Bon, à un moment donné, ça va se calmer, la rivière, puis on va mettre le bateau sur le bon sens, puis c'est un beau trough à passer, mais bon... Puis la descente continue, mais on est sur le raft, mais à l'envers. Donc... on pogne une autre vague, une bonne vague, où là, on se remet tout à l'eau. Puis là, je me tiens sur le raft, sur une pièce. Puis cette pièce-là m'est laissée au fait, je l'ai arraché. L'homme d'acier. Il a arraché tout ça, tu sais. Fait que je me suis ramassé un peu comme rapidement, à peu près 15-20 mètres du bateau. Puis j'ai fait, je pourrais jamais comme renager jusqu'au bateau. Puis de toute façon, les guides de raft sont là pour s'occuper de ça. Fait que je me mets sur le dos, puis j'ai vraiment le souvenir de regarder le ciel. De faire comme, ça va se calmer, la rivière va se calmer. OK, mais le bout de plat, il n'y en a pas de bout de plat. Le courant est là, ça pousse, ça comme... Fait que j'arrive à trouver un contre-courant, j'arrive à nager dedans, puis à sortir de l'eau. Fait que je sors de l'eau, puis là, je suis tout seul sur la rivière, tu sais, le bruit de la rivière qui est fort, la rivière, tu sais, une rivière en crue, là. Ouais, non, c'est impressionnant. Ça gronde, c'est comme... Tu sais, c'est... Fait que là, je suis sur le bord de la rivière, j'ai vraiment froid. Puis là, je me dis, je vais pas rester ici à attendre. Je vais pas rester ici. Parce que le bateau est beaucoup plus bas, les autres sont beaucoup plus bas. Puis moi, je voulais me réchauffer. Ben oui. Puis je me suis dit, moi, le rafting, là, moi, je suis pas un gars d'eau, là. Moi, je suis un gars de montagne. Marche, tu sais, comme... Fait que, OK, tu sais, fait que je me mets à marcher sur le bord de la rivière pour me réchauffer. Je tombe sur un pont. Je traverse ce pont-là, puis je reviens après ça tranquillement vers le bord de la rivière. Et puis en revenant sur le bord de la rivière principale, au loin, je commence à voir... Je sais pas quelle affaire, là, l'adrénaline ou je sais pas quoi, mais je vois au loin quelqu'un qui est en train de faire un massage cardiaque. Fait que là, c'est comme... Holy shit. Fait que là, je m'en vais jusqu'à eux, évidemment. J'arrive là, donc il y a une personne qui est inconsciente, puis le kayakiste de sécurité est là en train de faire les manœuvres. Donc je lui dis OK, j'entre dans la manœuvre avec toi. Fait que tu sais, on va s'échanger les contractions thoraciques. C'est super épuisant physiquement de faire ça. Là. Donc là, je commence à faire les compressions, puis le kayakiste de sécurité il me dit je te laisse ici. Il dit je m'en vais chercher des secours comme au point où on était supposé finir. Il dit, je m'en vais là-bas. Fait que je me suis retrouvé seul, au fait, avec une personne qui... une personne qui est décédée, au fait, qui ne respire plus, à faire des compressions thoraciques. Pendant 1 heure, à peu près, j'ai été tout seul là-dessus, dans un état complètement incroyable. C'est terrible comme situation. Puis, c'est drôle ça, mais tu sais, si j'ai un regret de ce moment-là, là, je voulais y chanter une berceuse. C'est tout. Ah ouais, hein? Pour l'accompagner, puis lui dire au revoir.
Ah, c'est tellement touchant, man. Donc, c'est là, au fait, que la brèche, elle est devenue... la fissure, elle est devenue quelque chose de géant, en fait, là. Puis où l'homme d'acier est devenu l'homme de papier, tu sais. C'est quand même... ça vaut quand même le temps de prendre une seconde pour juste digérer tout ce que tu viens de partager, là. Tu sais, je me mets dans la situation d'être présent, de se battre pour la vie de quelqu'un, puis dans un contexte où tu es en charge, tu sais, c'est une couche supplémentaire, tu sais, déjà le fait de perdre quelqu'un, mais d'être là seul avec cette personne-là. 1 an après l'événement, juste d'avant que tu nous avais raconté, il y a un flot d'émotions. Comment que ça se passe pour toi, cette brisure-là? En fait, ça a été... ben évidemment, j'ai pas pu guider, au fait. Après ça, tu sais, me mettre dans une position de leadership en plein air, j'étais plus capable. J'étais plus capable de guider. J'étais littéralement... j'arrivais plus à soutenir cette pression-là. Fait que, tu sais, tu passes là, de... Le facteur de risque, l'imprévisibilité. Fait que je suis vraiment passé là, de ce sentiment un peu de puissance, tu sais, à... Oh, je suis même plus capable de, comme, aller accompagner un gars pour Montréal. Fait que, tu sais, c'est littéralement toute mon identité qui a été touchée, qui a été ébranlée. Tu te poses 1001 questions, tu sais, je fais quoi, tu sais, que je continue-tu, est-ce que... Fait que, tu sais, c'est une période de questionnement incroyable, tu sais. Puis... Est-ce que je suis encore fait pour ça? Est-ce que je suis capable? Est-ce que... Exact. T'sais. Comment je me reconstruis? Comment je passe à travers ça, tu sais? C'est quoi les étapes? C'est quoi... Je peux-tu redevenir comme avant? C'est ça, tu sais. C'est le fun d'avoir un sentiment de se sentir fort. Se sentir fort. C'est quand même cool, là, tu sais. Ouais, ben oui, c'est énergisant. C'est comme, tu te sens là, les deux pieds à bonne place, mais là, c'était plus ça, là. C'était vraiment plus ça, là. Ça me parle tellement, cette passation-là d'un état ou d'une impression d'être invincible, d'être fort, d'être capable de faire face à n'importe quelle situation d'urgence, de passer de ça à avoir le feeling de pas savoir comment je vais réagir si jamais j'ai un accident d'auto, tu sais. Ouais, de passer de cette conviction d'être capable de faire face à n'importe quoi à l'autre bout du monde tout seul à pas savoir je vais être capable de... C'est tellement un doute qui est immense, là, tu sais, c'est tellement fort, là. Puis en même temps, est-ce que de revenir à ce que j'étais avant est nécessairement la bonne voie à suivre, tu sais? Parce que ces forces-là puis ces personnages-là d'acier, ben, ils répondaient peut-être aussi à des incertitudes ou à des faiblesses ou à des... Clair. Tu sais, en tant que professionnel, là, puis tu sais, de passionné puis tout ça, faut que tu arrives à comprendre c'est quoi la fonction que ça joue dans ta propre vie. Tu sais, de prendre des risques comme ça, de vivre autant d'inconfort, autant de défis, autant de plein de choses. Faut que tu arrives à comprendre qu'est-ce que ça camoufle, qu'est-ce que ça cache. Ça prend tellement de place, là. Qu'est-ce qu'on voit pas derrière ça? Ouais. Faut que tu arrives à trouver ça avant que toi-même tu pousses la limite trop, puis toi-même tu y passes, tu sais, que t'as un accident, puis que... Fait que je me considère relativement chanceux quand même de pouvoir être capable de faire cette réflexion-là aujourd'hui, puis d'être capable de me dire, mais regarde, tu sais... ce qui s'est passé, là, ça s'est passé comme ça, puis qu'est-ce qu'on fait, tu sais, pour continuer, là, tu sais. Merci énormément pour ta générosité. Ben, merci à toi, Sam, pour l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir de replonger dans ces souvenirs-là qui brassent plein de choses, mais que des fois, c'est important de regarder un petit peu. Merci de m'avoir permis de vivre ce moment-là avec toi. Je te souhaite un bon retour puis le meilleur succès là, dans ce cheminement de reconstruction-là, vraiment. Cool. Ben, merci, Sam. Pour les gens à la maison, merci évidemment d'avoir été là. Super apprécié. On a eu une magnifique conversation avec Jean-Philippe aujourd'hui. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur 168, à suivre sur les sites internet habituels. En ce qui me concerne, samuelostigui.com ou sur Instagram, samuel.ostigui. On se revoit très bientôt.